T'as des études qui montrent que t'as 50% des gens sur les lignes de départ qui sont automédiqués. Tu peux avoir en effet l'estomac qui commence à saigner, ça va te faire un ulcère, mais ça c'est rien du tout comparé à ce qui peut t'arriver avec une prise anti-inflammatoire. Si tu fais pas de travail en force, t'as pas besoin de t'échauffer. T'as pas besoin de t'échauffer. Wow, c'est super compliqué ça. super compliqué. Globalement, tu tolères mieux l'effort. Le seul truc, c'est que tu peux y rester. Et c'est parti pour cet épisode. Salut Flavio. Salut Emric. Comment tu vas? Ça va super et toi? Merci d'être présent aujourd'hui. On va parler course à pied, on va parler blessures, on va parler de quoi? De prise en charge, de rééducation, de renfo. Tu vas nous raconter tout ça, tu vas nous expliquer un peu ces petites spécificités, surtout course à pied. Tu es très spécialiste. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, donc je suis Flavio Bonnet, je suis kiné depuis 13 ans, installé à Paris depuis une dizaine d'années. Je me suis spécialisé dans la prise en charge des coureurs et de tout ce qui est musculo-squelettique, surtout lombaire et membre inférieur. Je suis aussi enseignant à la clinique du coureur depuis une petite dizaine d'années aussi. Et j'ai cofondé l'agence EBP qui est un autre organisme de formation qui fait venir les meilleurs chercheurs cliniciens internationaux en France. Donc voilà, avec ces deux organismes, on forme à peu près 6000 professionnels de santé par an. Et on a une équipe en tout là qui doit faire une cinquantaine de personnes. Voilà. On voit que le speech est bien rodé. Hein. C'est costaud. Pour faire simple, t'es kiné, t'es formateur et t'es spécialisé en course à pied et dans le dos. Voilà, exactement. Pour faire simple, c'est ça, exactement. Trop cool. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, ça tombe bien. Et si on parlait course à pied, par exemple, pour commencer, ça fait depuis le début, tu prends en charge des runners? Ouais, depuis le début. Moi, je suis runner depuis, on va dire, j'ai quoi là aujourd'hui, 35 ans, depuis 18 ans. Dès que je suis rentré en STAPS, globalement, je me suis mis à la course. Avant, je faisais plutôt sport de raquette, muscu aussi très tôt, et puis en STAPS aussi. Donc okay. Voilà, Est-ce que tu as eu le chemin classique de je suis kiné, je me blesse en faisant de la course à pied, donc je me forme en course à pied pour comprendre pourquoi je suis blessé? Alors, figure-toi que non, pas trop. Moi, j'ai rarement été blessé, surtout parce que je pousse pas trop, sincèrement. Ok, donc t'es un fainéant du sport, en fait. Non, c'est pas ça. Non, c'est juste que je suis très progressif. Je m'entraîne surtout pour ma santé, pas spécialement pour performer. Je me mets pas des défis à la con qu'on va sortir de temps en temps. Genre courir 120 km dans le désert? Voilà, par exemple, ouais. Mais tu sais que je l'ai pas couru au final. Hein. Ouais, je sais, ça s'est pas fait, ça a été annulé, mais bon, c'est pour la prochaine. Mais non, globalement, voilà, je fais du sport pour ma santé. Je m'entraîne quand même 3-4 fois par semaine, un peu en muscu, un peu en course à pied, un peu un mix des deux. J'aime beaucoup les formats type Barry's ou Irox que tu m'as fait découvrir la dernière fois. J'aime beaucoup ce mix, donc c'est chouette. Ouais. Ok. Et donc, quand tu t'es formé en course à pied ou même avec tes patients, si on rentre dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a vraiment genre la pathologie de course à pied? Tu vois, moi, les patients au cabinet qui viennent avec des blessures de coureur, je vois quand même souvent, on voit pas beaucoup de luxation d'épaule, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Mais il y a quoi? Il y a un top 3 de les plus grosses blessures en course à pied? Ouais, clairement. En fait, la course à pied, vu que c'est très répétitif et qu'il y a quand même beaucoup de contraintes, les gens vont se blesser rapidement. En fait, t'as jusqu'à 80% des débutants qui vont se blesser chaque année. Et t'as au moins un coureur sur deux qui se blesse la première année où il débute. T'as 30% des gens qui se blessent qui reprendront jamais. Donc clairement, c'est un sport qui blesse beaucoup parce que les gens vont beaucoup trop vite. Et globalement, le top 3, ça va être syndrome rotulien, syndrome de bandelette iliotibiale ou syndrome de l'essuie-glace et la tendinopathie d'Achille. Globalement, ça va être les trois grands, mais tu as aussi la périostite, tu as aussi les fractures de fatigue, tu as toutes ces pathologies-là qui sont très liées. J'aime bien cette valeur de 80% se blessent la première année. J'ai un pote, un bon ami qui me dit Emric, nanana, vraiment le typique de gars qui était sportif, qui a un enfant, qui fait plus de sport et puis qui s'y remet et qui me dit Emric, je me suis inscrit au marathon de Paris. Voilà. Et je lui ai donné cette data, je lui ai dit mais Bertrand, si tu nous écoutes, on t'embrasse, tu sais que 80% se blessent la première année. Mais non, t'inquiète pas, patati patata. Qu'est-ce que je reçois quelques semaines après? Un petit vocal. Emric, je commence à avoir une douleur au niveau du pied. Et je lui ai dit, bienvenue dans les 80%. Et il était pas vraiment blessé. Et on pourra en parler. Il n'y a pas forcément blessure quand il y a douleur. Mais on commençait vraiment à se dire, ok, mec, t'avais rien, tu commences à avoir mal. Tu commences à tomber dans vraiment le côté, t'en fais trop. Bien sûr. Et donc syndrome rotulien, syndrome fémoro-patellaire. Donc plutôt une contrainte au niveau du cartilage, si je dis pas de bêtises. Oui et non. En fait, c'est souvent on considère dans l'os sous-chondral, c'est-à-dire dans l'os qui est en dessous du cartilage. En fait, le cartilage, il est pas innervé, donc il peut pas transmettre un message nociceptif. C'est souvent au niveau de l'os qui est juste en dessous du cartilage qui va commencer à réagir, à transmettre un petit message de coucou, t'es en train de me faire mal, quoi. C'est intéressant. Il faudra peut-être que je revoie mon discours avec mes patients. J'avais tendance moi à dire à mes patients sur des syndromes rotuliens ou syndrome fémoro-patellaire. Donc pour faire simple, l'arrière de la rotule ou l'avant du fémur, d'ailleurs, on le sait ou pas? C'est un peu les deux. Un peu les deux, globalement, dans le genou, on a le fémur qui serait en contact ou en tout cas proche de la rotule, qui plie, qui tend, qui bouge très
normalement. Exactement. Et quand on va augmenter les contraintes, donc l'os sous le cartilage deviendrait sensible. Ouais, exactement. Ensuite, on aurait donc la bandelette iliotibiale. Donc là, c'est des douleurs sous le côté du genou. Voilà. Ça, c'est donc là, c'est la bandelette. Alors ça a un peu changé. Quand nous, on a eu notre diplôme ou quand on l'a appris, on pensait que c'était la bandelette qui frottait. Ouais. Récemment, on pensait que c'était peut-être plus une sorte de coussinet graisseux. Ouais. On en est toujours là. Alors oui, mais c'est encore plus complexe. Okay. Il y a un article qui vient de sortir là en 2022 qui nous dit qu'en fait la bandelette a 5 insertions distales, donc vers le genou. Okay. Donc tu as le tubercule de Gerdim, tu as aussi des ramifications sur la rotule, sur le fémur, et pas toutes les bandelettes s'attachent sur le fémur. Souvent oui, mais il y a 5 insertions. Donc en fait, ça peut donner une certaine variabilité dans ce que te dit ton patient en fait. Il y en a qui vont avoir des douleurs un peu plus bas, un peu plus haut, mais généralement ce qu'on considère être le vrai syndrome de bandelette, c'est l'inflammation de la bourse ou de la graisse qu'il y a entre le condyle et la bandelette en fait. Ouais, mais ça il faut savoir, dans notre corps on a plein de petits coussinets graisseux, donc même si vous voulez être maigre, laissez tranquille, ils vous font du bien, qui permettent globalement d'éviter d'avoir vulgairement des contacts directement entre un os et un tendon ou une bandelette. Et ces coussinets sont là pour justement lubrifier, mieux répartir les contraintes et le frottement. En fait ils sont là pour amortir les chocs, c'est un peu le même qu'on a devant le genou, qu'on appelle la graisse de Hoffa, ou qu'on a sous le talon, exactement. J'ai pas son nom celle-là. Sous le talon, on a un petit coussinet graisseux qui porte il a pas de nom. On l'appellera le coussinet de Flavio pour ce podcast. Et en fait, il te permet en fait de pouvoir attaquer du talon quand même. Si on n'avait pas cette graisse-là, oui, d'accord, vraiment serait très très douloureux d'attaquer du talon. Ah oui, donc ce qui nous permet d'éviter d'avoir le calcanéum, l'os du talon directement en appui avec le sol. Exactement. Et c'est grâce à ça qu'on peut. Et la troisième pathologie, donc tendinite, tendinopathie d'Achille. Donc là, plus un problème de tendon. Ouais, c'est ça. Alors juste avant, pour revenir sur l'histoire de la graisse, un tout petit truc, c'est que ces graisses-là sont généralement très vascularisées et innervées. Donc en fait, elles peuvent donner un message nociceptif, elles peuvent faire remonter une douleur, pour faire simple, de façon très aiguë et très douloureuse. Donc en fait, ça peut s'inflammer et puis là, c'est parti pour le syndrome de bandelette ou le syndrome du coussinet graisseux au niveau du talon, par exemple. D'accord, ok. Pour ce qui a trait aux tendinopathies, en fait, c'est assez classique. Les gens qui vont trop courir, il y a trop de force qui va passer dans ce tendon et il va y avoir d'abord une réaction inflammatoire, puis ensuite qui va laisser place à la tendinopathie. Donc voilà, on comprend pas tout à fait encore bien pourquoi ça fait mal, mais globalement il peut y avoir une altération un petit peu de la structure, un épaississement, une néovascularisation, alors que les tendons sont très peu vascularisés normalement. Il y a une néovascularisation des vaisseaux qui viennent se mettre là, avec une innervation là-dedans qui peut être à l'origine possiblement de la douleur tendineuse. On va en reparler, mais juste avant j'aimerais je trouve ça marrant que les 3 plus grosses pathologies touchent 3 structures différentes. Oui. Tu vois, t'en as une, ce serait l'os, le cartilage, l'autre plutôt une bandelette et l'autre plutôt un tendon. Est-ce que donc ça c'est le top 3, mais est-ce que ces tissus qui n'ont pas tous la même vitesse d'adaptation ou de cicatrisation, on se les fait tous avec autant de temps de pratique, ou est-ce que la probabilité de se faire peut-être un tendon, dans ma vision j'aurais tendance à penser qu'un tendon par exemple va s'adapter, s'inflammer, être sensible plus rapidement qu'un os. Je me trompe ou c'est le cas? Alors moi je pense que c'est pas tant dépendant du niveau de la personne, c'est vraiment dépendant de la vitesse à laquelle elle court. C'est souvent ça. Quand tu parles de vitesse, c'est vraiment en km/h? Ouais, c'est ça. En fait il y en a qui vont courir à des vitesses plus importantes. Tu vois, par exemple tu vas faire du fractionné ou tu décides de faire un sprint. Et là, tu peux te faire certaines blessures, comme lésions au niveau des ischios jambiers, tendinopathie d'Achille. Maintenant, si tu fais du long à faible vitesse, tu vas plutôt avoir tendance à te faire une bandelette ou un syndrome rotulien, par exemple. Donc en fait, les pathologies en course à pied sont dépendantes souvent de la vitesse à laquelle on court. Donc tu vas avoir des pathologies qui sont plutôt liées à l'intensité, à la vitesse, d'autres à la répétition à faible vitesse, et d'autres un petit peu plus rares, mais qui peuvent être liées à une amplitude dans laquelle tu te retrouves, à laquelle tu n'es pas habitué. Exemple, tu vas faire des côtes, ta cheville est un peu plus en flexion dorsale, on dit, et tu peux te faire une tendinopathie d'Achille ou une lésion au niveau du mollet, par exemple. Donc il y a ces 3 grandes tendances. En fait, indépendamment du niveau de la personne. Donc donc plus du type de contrainte. Exactement. Un peu de la même manière où j'en parlais le jour avec un patient, j'avais l'impression que par exemple quand tu vas faire du sprint, tu vas peut-être plus facilement te claquer un ischio, là où quand tu vas juste courir, tu vas peut-être plus facilement développer un problème au niveau de ton tendon. Exactement. Un peu sur ce modèle-là. En fait, à moins de 12 km/h, tu as très peu d'action des ischio-jambiers en course à pied de fond. D'accord ? C'est au-dessus que là, les ischios vont prendre vraiment une part prépondérante. Et donc, les lésions. Si on a compris, toi, tes ischios, ils travaillent jamais. Exactement. Ou rarement, juste pendant un quart d'heure. Mais exactement. Et en fait, tu vois, les ischios peuvent se léser que si tu cours vite, quelque part. Donc voilà. Ok. Et sur ces 3 pathologies,
globalement, est-ce qu'elles sont toutes plus ou moins de bonnes pronostics? Donc globalement, est-ce que tes patients au cabinet, tu te dis sur ces 3-là, il y en a avec certains lesquels j'ai l'impression que quand c'est un syndrome rotulien, j'ai plus de mal, ou en général les 3 récupèrent très bien? Ouais, c'est une bonne question. Moi, j'ai quand même le sentiment que la bandelette, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui récupère lentement, qui est plus difficile à manager, où il faut être plus rigoureux sur qu'est-ce que ma course fait sur mes symptômes, tu vois, de façon à mieux gérer ça. Mais j'ai envie de te dire, tu peux avoir tous les cas de figure. Et dans les pronostics, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Tu vas avoir le niveau d'activité de la personne, l'âge, les comorbidités par exemple, qui peuvent être carrément des vrais freins, quoi, tu vois, à ta progression. Donc difficile à répondre là-dessus, c'est vraiment plurifactoriel, beaucoup dépendant du patient, mais globalement la bandelette a quand même une tendance je trouve, à récupérer un peu plus lentement. Et j'aurais une hypothèse qui irait un peu dans ta direction. Et c'est vrai que j'en parlais l'autre jour avec un patient, où par exemple, si on prend très simple, moi dans mon cabinet, entre une tendinite rotulienne, tendinopathie rotulienne, donc le tendon rotulien, VS une bursite de la bourse de Hoffa, donc le petit coussin qui est juste en dessous. J'ai l'impression que j'arrive mieux à traiter mes patients quand c'est le tendon problématique que quand c'est la bourse. Et la théorie que j'avais, c'est que en rééducation, quand je donne un exercice à faire à mon patient, l'exercice il va cibler directement le tendon. Et avec la mécanotransduction, qui serait globalement, tu me dis si je me trompe, mais en gros je mets une contrainte mécanique et derrière on va avoir une réaction chimique et mécanique au niveau du tissu, j'agis directement sur le tendon. Là où la bourse, j'ai pas vraiment d'action pour lui dire ok petite bourse, maintenant tu vas faire des nouvelles cellules, etc. Et donc quand on reprend ce que tu me dis, une tendinopathie d'Achille, je vais avoir une action directement sur mon tendon en faisant faire des pointes de pied à mon patient. Là où la bandelette, je vais lui dire bon essaie de gérer ton volume de course, mais je peux pas te faire du renfort spécifique à un 4x12 de ta bandelette. T'en penses quoi? Clairement, moi je pense que c'est exactement ça. Il y a des tissus, si tu veux, qui vont très bien répondre au load, en fait, à la charge. Il y en a qui vont vraiment on va avoir une analgésie, tu vois, quand on prescrit un exercice, la douleur va diminuer dans certaines pathologies comme les tendinopathies. À l'inverse, dans les bursites où tu as plutôt des facteurs inflammatoires, ça va pas bien répondre aux exercices. Tu vois, t'auras beau charger ta bursite, même si tu le fais lentement, t'auras pas une vraie analgésie. Tu vois, la meilleure façon de diminuer une douleur qui est inflammatoire, c'est de donner des anti-inflammatoires, mais on sait que c'est extrêmement mauvais globalement, en tout cas dans les pathologies de surutilisation. Donc on évite absolument les anti-inflammatoires. On laisse le tissu se calmer doucement et après on va essayer de reprendre doucement. Mais il n'y aura pas cet effet vraiment, je prescris un exercice pour réduire la douleur, tu vois, qu'on aura plus dans les tendinopathies. Donc ton analyse, elle est parfaite. Elle est juste, et donc globalement, tu essayes toi d'avoir un effet anti-inflammatoire sur le corps du patient. Donc déjà réduire l'activité, parce que des fois, juste continuer de ne pas recréer de l'inflammation, c'est un effet anti-inflammatoire localement. On va en parler, tu vas voir après. Mais pourquoi, à quel point les anti-inflammatoires sont mauvais? Tu dis vraiment on essaie d'éviter au maximum. Donc anti-inflammatoire, globalement chez nos patients il y a 2 grands modèles, soit je les prends par voie orale, soit l'infiltration qui serait une injection directement dans la région d'anti-inflammatoire. Je suis un peu le premier à dire on essaie de tout faire pour les limiter. Mais toi, tu saurais expliquer pourquoi est-ce que ça peut être si mauvais? Ouais, en fait, alors déjà, il y a différents trucs. Chez quelqu'un qui a une bursite ou tu vois un syndrome de bandelette, clairement, tu veux diminuer les contraintes qui vont relancer ce phénomène inflammatoire. Cela dit, tu veux proposer quand même un entraînement croisé pour essayer de tamponner quand même cette inflammation. Tu vois, il peut y avoir une inflammation de bas grade, par exemple, chez des gens qui sont un peu en surpoids, qui bougent pas trop, et là qui sont déclenchés une bandelette parce qu'ils ont décidé de vouloir courir. Ça va leur faire du bien quand même de bouger. Ça peut. Donc là, quand tu dis entraînement croisé, ça va être très simple. N'importe quoi, t'as très mal au genou, travaille plutôt ton haut du corps et fais un peu de cardio pour continuer de stimuler ton organisme et que ton corps sécrète ses propres anti-inflammatoires. C'est ça que t'entends par entraînement croisé. Et quand tu parles d'inflammation de bas grade, ce sera un peu comme tout à l'heure, tu parlais des facteurs de comorbidité. Ça va être des gens qui ont un mode de vie et une hygiène de vie qui font que notre organisme aura soit une légère inflammation permanente, soit une prédisposition à en développer une un peu plus supérieure. Donc un mode de vie très sédentaire, un sommeil de mauvaise qualité, beaucoup de stress, sûrement du tabagisme, du diabète, etc. C'est un peu ça. Et là, ton corps est en stade inflammatoire, ou pro-inflammatoire en tout cas. Et donc pour répondre à ta question, les anti-inflammatoires, en fait, si tu veux, le truc c'est quand nos patients ils ont mal, ils veulent avoir moins de douleur évidemment, et parfois l'un des meilleurs moyens c'est les anti-inflammatoires, parce que tu as une grosse réaction là, et dès que tu prends les anti-inflammatoires, ça va couper la cascade inflammatoire et la personne a moins mal. Le problème des anti-inflammatoires, si tu veux, c'est que ça fragilise les tissus. On sait que c'est dose dépendant, on sait que ça affecte tous les tissus, et au-delà de fragiliser les tissus qui peut augmenter éventuellement le risque de rupture tendineuse, le problème c'est que ça donne plein d'effets indésirables, comme des atteintes rénales, des atteintes cardiovasculaires, ça peut être lors d'épreuves d'ultra-endurance, une hyponatrémie, donc vraiment des choses qui peuvent être très
dangereuse d'un point de vue... Ou très simplement, nos patients l'ont souvent déjà testé, juste au niveau du ventre, c'est l'enfer. Ouais, exactement. Souvent, on prescrit des gastro-résistants avec, mais moi j'ai plein de patients qui me disent franchement, j'ai fait 3 jours et j'ai arrêté parce que j'avais le bide démonté. Exactement, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est le truc le moins pire encore. Oui, tu vois, c'est que par rapport à un problème rénal, oui, d'accord. tu peux avoir en effet l'estomac qui commence à saigner, ça va te faire un ulcère, mais ça, c'est rien du tout comparé à ce qui peut t'arriver avec une prise anti-inflammatoire, surtout pendant une course d'ultra-endurance, par exemple. Et j'en avais parlé avec un chirurgien qui me disait que lui, lorsque donc c'est sur une épaule, c'était Grimaud que tu connais très bien, lui, quand il opérait une épaule qui a eu des infiltrations, il voyait que les tendons dans la structure étaient souvent de moins bonne qualité que celles qui n'avaient pas subi d'infiltration. Donc d'infiltration. Donc d'injection vraiment locale d'anti-inflammatoire. C'est un peu pareil par la prise en voie orale ou c'est plus spécifique de l'injection directement? Ouais, non, moi on peut le voir. Moi je l'ai vu dernièrement chez une dame qui s'est fait injecter 3 fois au niveau des coudes. Tu vois clairement une atrophie, en fait, un creux qui vient se mettre à cet endroit-là. Et clairement, ça a un effet délétère sur les tendons. On pensait qu'il n'y avait pas d'effet délétère intra-articulaire pendant longtemps. Il y a un article qui est sorti il y a quelques années dans le JAMA qui montre que même intra-articulaire, ça a un effet délétère, les injections. Donc clairement... Et quand c'est par voie orale, du coup? Par voie orale, c'est plus au niveau systémique et au niveau viscéral, exactement. Mais ça peut augmenter le risque de rupture aussi. Quand tu regardes l'étude de la revue systématique de Combs, à 3 mois, c'est équivalent à la kiné. À 1 an, c'est pareil, voire pire. Et tu as un risque de rupture qui a augmenté. Oui, donc c'est-à-dire qu'il faisait des patients qui avaient des douleurs. Il regardait traitement kiné, VS, traitement avec anti-inflammatoire. Exactement, Et il voyait qu'à 3 mois, ça se valait. Et que par contre, sur le plutôt très long terme, c'était plutôt en défaveur des anti-inflammatoires. Exactement. Par voie orale. Exactement. Ok, intéressant. Et on est quand même d'accord que dans certains cas, il faut les prendre. Oui. J'ai pas envie que les gens qui écoutent cet épisode refusent face à un médecin toute injection ou toute prise anti-inflammatoire. Je veux quand même qu'on modère peut-être un petit peu. Il y a des bonnes indications. Les indications, moi, que je recommande dans les pathologies, donc non rhumatismales, d'accord? Donc tout ce qui est rhumatisme, etc., généralement, ça se traite par des anti-inflammatoires, d'accord? Quand on parle de pathologie de répétition, de surutilisation en course à pied, là, il y a 3 grandes exceptions pour moi. Tu as la bandelette iliotibiale, parce qu'on a vu tout à l'heure que c'était assez pro-inflammatoire et souvent, tu as besoin, moi je dis à mes patients, on va mettre un coup d'extincteur dans la zone pour essayer de pouvoir passer des caps. T'as le syndrome de OFA, donc l'inflammation de la graisse qui est devant le genou. Une fois encore une graisse. Qui est encore une fois une graisse, qui peut s'inflammer et qui peut être, qui peut donner des symptômes persistants. Et tu as la douleur radiculaire, donc c'est la douleur qui est en lien avec une hernie discale. L'hernie va comprimer un nerf, donne une douleur dominante dans la jambe, très inflammatoire. On va infiltrer et généralement ça diminue la douleur dans la jambe. On est d'accord qu'une fois encore, même dans le cas de hernie discale, c'est rare qu'on infiltre en première intention. Non, clairement, jamais en première intention. La douleur est extrêmement longue, extrêmement importante. Soit une rééducation qui dure longtemps, tu m'as pris en charge pour mes douleurs de dos. C'est une des étapes qu'on a utilisées pour passer des caps qu'on n'arrivait pas. Mais c'est rarement en première intention dans ce type de douleur. Ouais, jamais en première intention. Tu vas commencer éventuellement par les antidouleurs, par voie orale, anti-inflammatoires éventuellement. Pendant quelques jours, généralement c'est 7 à 10 jours maximum, d'accord? Donc si, normalement c'est pas plus que ça pour les anti-inflammatoires. Et si jamais ça ne passe pas au bout de 6 semaines, que t'es en train de faire ta kiné, etc., là on va se poser la question, est-ce que on va infiltrer ou pas, quoi? Et j'ai oublié ma question qui était pourtant extrêmement pertinente. Mince alors. J'ai un trou. On était sur les infiltrations, les anti-inflammatoires. On y reviendra après. Et si, ça y est, je l'ai retrouvé. Moi, il y avait un autre cas dans lequel j'ai tendance des fois à envoyer. C'est des patients qui sont tellement sensibles et douloureux. Qu'on peut absolument rien faire en rééducation sans les faire flamber. Ouais, bien sûr. À partir du moment où, en fait, dès que tu essaies d'augmenter un tout petit peu la charge d'exo, la course à pied, dès que le patient retombe, en fait, dans une phase très douloureuse, très sensible, c'est probablement qu'il n'arrive pas à sortir cette inflammation et qu'il va lui falloir un petit coup de pouce. Moi, il y a un autre truc aussi que j'ai noté, mais c'est vraiment de la pure expérience clinique, j'ai pas de données là-dessus, c'est l'inertie de l'intensité de la douleur. C'est-à-dire, est-ce que la douleur va monter très très fort, très vite, ou est-ce qu'elle va être plutôt assez progressif, tu vois. Moi, j'ai l'impression que quand ça monte très très fort très vite, c'est assez inflammatoire et parfois que ça va aider. Donc en fait, le côté réactif, tu vois vraiment, tu touches à peine, tout flambe. Exactement. Tu dis peut-être que là il y a une réaction
vraiment démesuré par rapport aux contraintes. Ouais. Et dans ce cas-là, ça peut aussi être important. Exactement. Ok. Ouais. Et par rapport aux anti-inflammatoires, tout à l'heure, t'en parlais sur le trail. Ouais. Je me rappelle plus où est-ce que j'avais entendu ça. Il y avait une donnée du nombre de trailers qui couraient sous anti-inflammatoires et qui étaient monstrueuses. Ah ouais, c'est une catastrophe. T'as des études qui montrent que t'as 50% des gens sur les lignes de départ qui sont automédiqués, dont 30% aux anti-inflammatoires. C'est ouf. Ouais, et ça, c'est quel que soit les courses ou plutôt sur les longues alors, plus c'est long, plus il y en a, je plus c'est pense. Long, plus ils sont débiles. Pourquoi ? Parce que le truc, c'est que prendre des anti-inflammatoires réduit la douleur pendant la course, atténue les courbatures, et globalement, tu tolères mieux l'effort. Le seul truc, c'est que tu peux y rester si tu prends des anti-inflammatoires et que tu fais, par exemple, une insuffisance rénale ou un arrêt cardiaque, par exemple, ou une hyponatrémie sévère. Tu vois, donc c'est quand même la majorité des gros problèmes en course d'ultra-endurance sont liés à une automédication aux AINS. Okay. Donc c'est vraiment une catastrophe. Et le truc, c'est que tout le monde part avec des anti-inflammatoires dans son sac. Okay. Tu vois, ouais. Et parfois, des histoires se racontent comme, tu vois, t'en as plus dans ton sac, bah tu demandes au collègue s'il peut te filer une pilule, quoi. Ok. Un peu comme on serait kiné, non, c'est autre chose. Bref, passons. Mais tu vois, moi, c'est un truc quand même qui pose question, tu vois, enfin... Tu sais, tu cours pour te faire du bien et tu prends de la chimie assez agressive pour pouvoir faire ton épreuve. C'est assez antinomique, je trouve. Oui, mais un peu... Ouais, en fait, quand t'arrives sur les sports d'ultra, c'est... Déjà, le mot ultra, il veut tout dire. C'est qu'en fait, c'est des gens qui ont besoin d'un tel volume de sport et qui ont une notion à la performance qui font, et ça, tous nos patients, ils le vivent, ils se rendent pas compte à quel point ils ont plus intérêt à ralentir pendant un moment, quitte à régresser un petit peu, pour aller mieux, genre reculer pour mieux sauter. Et eux, ils voient que le côté reculer. Et en fait, ils se rendent pas compte que, de toute façon, ils vont devoir le faire. Mais au lieu de le faire tout de suite et que ça passe vite, ils le font au bout d'un an, au bout de 2 ans, après vraiment au moment où ils peuvent plus faire leur sport, plus pratiquer. Et au final, nous en rééducation, on galère 2 fois plus pour récupérer quelque chose qui traîne. Et ils ont fait 4 ultra trails sous anti-inflammatoire et le tendon est plus du tout dans le même état, quoi. Bien sûr. Ça, tu vois aussi au cabinet, j'imagine, ces patients-là. Ouais, à ce point-là, rarement quand même. Moi, j'en vois quand même. T'en vois beaucoup, toi. Non, moi je trouve que les gens sont assez. Enfin. T'en as qui sont pas trop raisonnables, mais ils vont se blesser avant en course à pied, tu vois, sérieusement. Donc, ah oui, c'est ça, oui, ils vont se blesser. Oui. Non, j'en ai pas eu qui faisaient une hyponatrémie ou une insuffisance rénale. Non, ça, j'en ai pas eu encore. Donc, tu vois, mais après, moi, en soi, tu sais, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir en fait que l'ultra trail en soi, quand tu regardes l'épreuve en tant que telle, avant, après, globalement, on pourrait dire que c'est pas bon pour le corps. T'as des marqueurs vraiment qui sont vraiment pas bons. Cela dit, le corps récupère hyper bien. D'accord. Donc en fait, tu fais face, ton corps peut récupérer à cette épreuve super agressive quelque part, tu vois. Mais par contre, ce qui est intéressant dans l'ultra trail, c'est que toute la préparation, elle est extrêmement bonne pour la santé, tu vois. Donc en fait, si l'épreuve en soi, tu vois, va vraiment tirer sur le système musculo-squelettique. Parfois, tu as des dépressions post-course parce que tu as eu une telle profusion, tu sais, d'hormones, etc., que tu peux avoir un effet rebond le lendemain en mode vraiment dépression. Tu as plein de choses qui peuvent se passer, mais généralement, tu récupères très très bien et les gens, ils viennent chercher ça, tu vois. Ils viennent chercher le défi de pousser le corps à la limite, le mental à la limite, et moi, je trouve ça magnifique, mais quelque part. J'aurais tendance à penser qu'on n'est plus dans du sport santé, tu vois. Ça, ça se discute. Ça se discute. Et puis après, une fois encore, c'est vraiment très interindividuel. Oui. Mais pour moi, c'est trop. Et puis, en fait, ça dépend en fait du niveau des gens. Tu vois, les gens qui finissent en 24 heures hyper bien et le lendemain ils sont à peu près bien avec leur entraînement et a été bien calibré pendant des années pour arriver un jour à ce niveau de performance-là. Tu vois, versus quelqu'un qui va le faire parce qu'il s'est mis le défi au bureau de faire un ultra alors qu'il s'entraîne pas du tout et qu'il arrive à 48 heures ou plus cramé, tu vois, qui va mettre des mois à récupérer, et à moitié blessé, tu vois, là c'est plus très. Mais toi, t'aurais tendance à dire que même si la personne elle termine bien, sur le long terme, il n'y aurait pas d'effet négatif. Je sais que j'en avais fait une vidéo YouTube et tu vois, j'ai pris des articles et regardé à quel point sur ces sportifs-là, sur le long terme, il y avait des conséquences négatives. Et globalement, par exemple, au niveau de la hanche, on avait plus d'arthrose, on avait plus de prothèses, même chez des gens qui ne s'étaient pas blessés pendant leur carrière. Et tu vois, donc je me dis, est-ce que ces sportifs-là, même s'ils ont une bonne récup, un bon mode de vie, une bonne hygiène de vie, tout nickel, et qui ne se blessent pas, il n'y a pas un risque sur le long terme. Alors tu vois, c'est un truc que j'adore en discuter avec les gens, avec les patients notamment. Moi, je suis très déçu. Non, mais si, avec toi aussi. Mais alors justement, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on s'aperçoit que les gens qui ne bougent pas assez ont plus de problèmes que la moyenne, mais les gens qui en font trop ont aussi plus de problèmes que les gens. C'est toujours cette courbe en U, cette relation que j'adore expliquer aux gens. C'est en faire pas
assez, c'est pas bon, mais en faire trop, c'est pas bon non plus. On s'aperçoit que les gens, quand même, qui ont trop poussé toute leur vie, tu vois, tous les gens qui vont être classés dans la catégorie élite, qui, tu vois, typiquement sur marathon, vont être à plus de 200 km par semaine, par exemple, de course. Eux, clairement, ils ont un risque d'arthrose qui est un petit peu plus élevé que la moyenne. Mais on parle quand même de 200 km semaine, tu vois. C'est énorme. 200 km, j'en ai pas beaucoup. Non, mais c'est clair. Moi, cette semaine, j'ai vu un gars qui faisait entre 80 et 100 par semaine, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Mais donc, tu vois, la marge est haute. Donc, tu vois, il faut pas se dire, tu vois, souvent les gens ils se disent, non, mais à partir de quand c'est trop, t'inquiète pas. T'as de la marge, tu peux y aller. Et le truc, c'est que, donc t'as ça. Donc, c'est un peu trop. Par contre, il y a une étude hyper intéressante qui était sortie qui montrait que les sportifs olympiques vivent en moyenne 7 ans de plus que la moyenne nationale de leur pays. Ok, cool. D'accord. Donc même si t'as été au plus haut niveau, globalement c'est quand même très bon pour ta santé. Et puis pour ton cardio, pour tout ça, c'est bien. Tu vois, ton système musculo-squelettique pourra souffrir un peu, mais globalement ton cardio. En gros, tu me dis qu'au pire, t'aurais une prothèse d'épaule, mais tu mourras pas d'un AVC à 50 ans. En course à pied, peut-être plus. Et encore une prothèse de genou, oui. et encore, la course à pied a tendance à protéger, à ralentir le risque d'avoir une prothèse de. Ce que tu me dis, ça me fait penser à une étude. Je pense que c'est l'agence BP qui en avait parlé ou autre, où en gros, ils prenaient individu sédentaire, runner, toi et moi, monsieur, même tout le monde, et runner vraiment niveau mondial. Et globalement ils regardaient les genoux, et globalement les sédentaires et les runners élites avaient des genoux de mauvaise qualité, et les runners récréatifs avaient des genoux plutôt de meilleure qualité. Et je trouvais qu'on retrouvait un peu cette courbe en U. Les deux extrêmes sont pas dingues, et après sinon ça a plutôt un effet protecteur. Ouais, exactement. En fait, quand tu regardes les études sur le sujet, elles ont toutes les mêmes tendances. Pas assez, c'est pas bon, et trop, c'est pas bon non plus. Ok, parfait pour la course à pied. Et ce serait quoi dans ce cas-là, d'après toi, mais une fois encore, le volume limite à pas dépasser en course par semaine? C'est super compliqué ça. super compliqué. Le volume à ne pas dépasser. Je pense que c'est le volume qui va te donner des symptômes, tu vois, qui va faire gonfler ton genou, qui va faire que le lendemain tu te lèves et t'as bien mal. Tu vois, je pense que c'est plus ça, quoi. Après, si tu y exposes très 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 doucement, graduellement pendant des années, je pense qu'il peut être très très haut. Okay. Mais j'ai quand même l'impression que c'est limite un peu facile, tu vois, que je pense que t'es tiré ou tu es le fruit un peu de la clinique du coureur, et que à chaque fois c'est simple, faites une quantification du stress mécanique et vous aurez plus de problème. Alors, c'est 80%, 90% je pense du secret, en effet, pour pas se blesser. Du coup, il n'y a plus de secret. C'est ça. Mais le truc, c'est que moi, je pense que c'est juste. Le seul problème, c'est que c'est très dur à mettre en place. Oui. Exemple, je te donne un exemple que je vois, que j'ai vu 2 fois en une semaine au cabinet. Des gens qui font partie des groupes de course, tu sais, à Paris, là, qui se retrouvent dans les bars puis qui vont courir. Et c'est excellent. Le seul problème, c'est que ces séances sont généralement des séances d'intensité. Donc, ils vont faire du fractionné ensemble, ils vont faire des intervalles, ils vont faire des côtes, par exemple, à Montmartre. Et le truc, c'est que t'as des gens qui ne font que ces 2 entraînements dans la semaine. Donc, ils font que de l'intensité. Leur volume total, ça n'est que de l'intensité. Or, ce qui est recommandé en course à pied, c'est de faire 80% de ton volume à basse intensité. Tu vois, donc tu vois, t'as la personne qui est censée faire 80% à faible vitesse et qui se retrouve à faire 100% à haute vitesse, ou en tout cas au niveau cardiaque, tu vois. Et chez ces personnes-là, on aurait un effet protecteur de venir faire des runs en plus à basse intensité. Alors oui, idéalement, le seul problème, c'est qu'ils courent déjà 2 fois dans la semaine et qu'ils ont difficilement la capacité d'en mettre un 3e, tu vois. Mais en effet, il faudrait surtout qu'ils répartissent mieux, en effet. Oui, mais est-ce que si ils arrivaient à rentrer un peu plus de volume, ce serait mieux qu'ils fassent 1 ou 2 sorties longues ou légères, en tout cas s'ils ont la possibilité, oui, ça normaliserait ça, mais il faudrait le faire en tout cas graduellement. Et souvent, en fait, le problème aussi dans ces groupes, mais je trouve que c'est super, hein, c'est excellent, ça fait bouger les gens et tout. Le problème, c'est que c'est des groupes qui sont faits par niveau. Souvent, les gens se surévaluent un tout petit peu. et dans le groupe où tu t'es surévalué, tu vas aussi te faire tirer un peu, tu vois. Oui, ce qui fait que quand on dit d'être progressif, c'est aussi d'écouter, d'être propre à son propre niveau. Et que quand tu es dans un groupe, malheureusement, la probabilité que tu ailles plus vite ou que tu n'ailles pas à la bonne allure, elle est un peu élevée. Exactement, exactement. Et c'est comme ce que je vois aussi beaucoup, moi, chez les gens. C'est les gens, tu sais, qui ils veulent faire un marathon, par exemple. Et c'est leur premier marathon. Ils ont jamais trop fait de course avant. Tu parles de mon pote Bertrand ou pas? Par exemple, exactement. Ton pote Bertrand, tu vois. Il a peut-être jamais fait de 10 km ou de semi. Donc, il a pas vraiment de référence, tu vois, dans une course sur qu'est-ce qui vaut vraiment sur telle ou telle distance. Et là, il se dit, je vais faire un marathon parce que maintenant, le marathon, c'est la base.
base pour tout le monde, tu vois. C'est vrai que c'est devenu la base, hein, le marathon. Et il va se dire, tu sais, un peu au pif comme ça, ah non, mais moi, je pense que je vais faire 3 heures, tu vois. Et en fait, un chiffre rond. Ouais, c'est ça, un chiffre rond. Je vais faire 3 heures, je vais faire 3h30, Et en fait, les gens ont souvent aucune idée, tu vois. Et souvent, on se surestime un tout petit peu. Ouais. Un premier marathon en moins de 4 heures, t'en penses quoi? Ah, moi je pense que c'est la base. Ouais, je pense que si t'es coureur régulier, que t'as jamais trop forcé, etc., 4 heures ça serait un temps. Pour quelqu'un logique. qui ne court pas pour quelqu'un qui court pas, ça me. Qui se laisserait à peu près n'importe quoi, 6 mois, 1 an. Ça te paraît réalisable ou tu penses que la probabilité de se blesser elle est quand même un peu costaud? La probabilité de se blesser en 6 mois si t'as jamais couru elle est très forte, mais ça va dépendre de ton âge, ça va dépendre de tes activités que t'as fait dans ton adolescence. Entre un sédentaire de 60 ans et un jeune de 20 ans, évidemment. Franchement, ça me paraît pas raisonnable. Moi, ce que je dis aux gens, c'est plutôt de dire écoute, commence à courir, essaye de faire un 10 km déjà et de faire un petit temps là-dessus, d'avoir un temps de référence. Si ça va et que tu n'es pas blessé, essaye de partir sur une prépa semi, fais ton semi et un temps de référence. Et si t'adores et si t'es bien et si t'as pas de douleur, etc., progresse éventuellement vers un marathon. Ça te laisse au moins 1 an et demi avant d'aller courir. Ouais, généralement, Mais tu vois, pour revenir donc à cette quantification du stress mécanique et ce côté très progressif, donc en théorie, si on fait ça, personne se blesse. En théorie, il n'y a jamais des choses vraiment à corriger. Est-ce que de temps en temps tu veux n'importe quoi, quelqu'un aura beau être progressif, il va quand même se faire mal. Est-ce que tu peux pas avoir une faiblesse dans un ischio, une perte de mobilité dans un pied, le genre de choses que moi j'évalue chez mon patient, qui lorsque je les trouve, je sais jamais si c'est cause ou conséquence, tu vois, mais où je me dis ça peut expliquer. L'autre jour j'ai une patiente par exemple, elle vient me voir avec un syndrome rotulien, donc l'une des 3 pathologies dont on a parlé. Je fais mon bilan et en fait je teste ton ischio et il y a rien. Et en fait, elle me dit ah oui, j'avais une vieille déchirure à mon ischio que j'ai jamais trop traité. Et j'avais un gap de, je crois, 40% de ce cancer initial. Et en fait, je me dis chez elle, même si elle avait été très progressive, elle aurait fini par se blesser parce que biomécaniquement, sûrement, il y aurait une faiblesse. Et tu vois, est-ce qu'une vieille entorse de cheville, un vieux claquage mal soigné, est-ce que c'est le genre de blessures ou d'éléments qui font que même en étant très progressif, tu peux te blesser régulièrement? Sincèrement, je pense pas. Quand tu regardes la littérature aujourd'hui, t'as vraiment pas de ce genre de marqueur qui prédispose à avoir un syndrome rotulien, par exemple. Oui, mais par contre, en fait, c'est. Mec, j'ai contrôle de la préparatoire. Prépare-les-moi parce que là, je vois mon verre d'eau et je te défonce. T'inquiète pas, y a pas de souci. Le truc, c'est que, en fait, il faut être assez logique. En fait, ça peut être indirect. C'est-à-dire, si elle s'est lésée un ischio, qu'elle a pas posé sa jambe pendant 2 semaines, ou qu'elle a boité pendant 2 semaines, qu'elle n'a pas fait de rééduc derrière, qu'elle a plus fait de sport, qu'elle a tout reporté sur l'autre jambe, bah, clairement, elle va avoir une faiblesse généralisée de la jambe à gauche, qui, lorsqu'elle va reprendre la course à pied, va prédisposer la jambe à avoir une blessure. Tu vois, ça, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il y a vraiment un lien direct tu vois, si elle s'était rééduquée l'ischio, qu'elle avait fait aussi une rééducation du membre inférieur de l'autre côté, qu'elle était assez progressive, moi, je pense qu'il n'y aurait pas eu de souci, tu vois. Oui, parce que dans son cas, en fait, elle aurait couru et elle aurait pu déficit. Ouais, exactement. Donc, mais la question c'est, est-ce que quand on a un déficit musculaire ou une restriction de mobilité sur une zone, est-ce qu'on n'augmente pas la probabilité de se faire mal? Et quand tu me dis, oui, les études, elles ont rien trouvé, là, c'est là où je pense que les études, elles ont une vraie limite. C'est qu'en fait, pour trouver une étude avec un groupe homogène, ils ont tous 30% de déficit dans l'ischio gauche, VS un groupe qui a pas de déficit, regarde combien se claque à 2 ans. Tu vois, je pense que c'est une étude qui serait compliquée à faire. Non, c'est sûr, mais pour revenir à ça... alors, t'en penses quoi non, mais c'est... dans tes dents. Non, mais clairement, en fait, si tu veux, dans le cas de ta patiente, prenons le cas de ta patiente, je pense que si elle est suffisamment progressive, extrêmement progressive, je pense qu'elle se blesse pas. Par contre, si elle fait un petit écart, ce qui est en fait la réalité, tu vois, des choses. La quantification du stress, en vrai, si tu l'appliques vraiment méthodiquement et de façon très progressive, c'est-à-dire 1 minute de plus par sortie, franchement, tu te blesses pas. À moins que tu aies une réduction de ta capacité. Donc, manque de sommeil, stress, fatigue, anxiété, etc. Donc, tu vois, c'est ça aussi. Souvent, on regarde que les aspects mécaniques. On oublie tout l'aspect psychosocial et psychosocial de l'autre côté, qui peut tout à fait te prédisposer, tu vois. Donc, dans sa vie, peut-être que, tu vois, elle a été peut-être pas assez progressive déjà, Ça, c'est sûr. Et ça peut la blesser. Et peut-être que s'il y avait autre chose autour, tu vois. Donc, ce que tu dirais, c'est que globalement, ça marche à chaque fois. Mais peut-être que quand les gens sont bien équilibrés physiquement, on peut augmenter d'une certaine valeur, on va dire de 10 minutes par semaine, par exemple, j'ai n'importe quoi, même si c'est sûrement trop. Et VS, peut-être que chez un patient ou une personne comme ça, il faudrait
en restant progressif, en augmentant peut-être d'1 minute par semaine la course, on pourrait quand même réussir. Ce serait un peu ça. 1 minute par semaine, je prends deux extrêmes. Mais bien sûr. On est d'accord que tous les deux, 10 minutes par semaine en plus, c'est sûrement trop aussi. Si c'est un patient qui commence à courir ou autre chose. Ouais, sur le volume global, non, mais sur la longue sortie, si tu prends 10 minutes de plus par semaine, tu vas vite plafonner. Ouais. Enfin, tu vas vite arriver à ton max. Mais ouais, moi je pense, si tu veux que le concept est parfait, la réalité est beaucoup plus complexe. Tu vois. Okay. Donc il y a plein de choses, tu vois, tu vas te retrouver dans un groupe de course un soir, et puis là, hop, allez, tu vas être dans ce groupe-là, et hop, ils vont te tirer, et puis elle avait sa faiblesse, elle a forcé dessus, et bam, elle va se blesser, tu vois. C'est ça la réalité du terrain. Et chez les coureurs, est-ce que toi, au cabinet, tu as ce frein avec tes patients d'expliquer, de faire comprendre aux patients à quel point c'est important de réduire le volume, ou est-ce qu'ils sont un peu, moi j'ai le cas des fois, en mode non, je continue de courir malgré ma douleur, etc. Ça, t'arrives à bien le faire passer en rééducation ou pas? Ouais, généralement parce que je vais moduler l'entraînement, c'est-à-dire que je vais leur faire réduire volume-intensité, on va quand même garder un maximum de courses s'ils n'ont pas mal pendant, et par contre je vais leur faire de l'entraînement croisé qui va quand même les satisfaire quelque part, conserver les qualités physiologiques sans exacerber la douleur. Okay. Donc en fait, on va intégrer différentes activités pour les garder le plus actifs possible, quoi. Ok. Ouais. Et puis je pense que tu as peut-être des skills en communication aussi. Ouais, ça, on a pas mal travaillé. Ça aide aussi avec les patients à leur faire comprendre le bon message. Ouais, bien sûr. Puis tu vois que les gens, quand ils arrivent au cabinet, ils ont envie de m'écouter, de me faire confiance. Souvent, tu vois, parce que bon, j'ai eu ce parcours-là, qu'il y a quelqu'un qui éventuellement m'a référé, tu vois. Et puis je m'engage vachement, en effet, dans la communication, tu vois, je vais leur faire un mail descriptif, je vais leur dire exactement ce qu'on va faire, etc. Je réévalue, je leur pose des questions, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, et ça, ils le perçoivent, tu vois. Et donc, tous ces patients-là qui ont ces blessures, tu arrives à les soigner? Franchement, j'ai 0 échec. Là, je fais ça. Et voilà l'adresse de son cabinet en description. Non, franchement, 10%, mais c'est pas grave. C'est ça. Non, franchement, non, évidemment. En fait, le truc, c'est que sur ces pathologies-là, hein, tu vois, je parle pas dans ton métier de kiné, mais sur les pathos de runner, donc bandelette, on a dit syndrome rotulien et tendinopathie d'Achille, c'est des trucs qui récupèrent plutôt très bien ou pas? C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que en fait, maintenant, vu que j'arrive souvent en dernière partie, tu vois, les gens ont souvent vu différents kinés, différents médecins, ils arrivent au cabinet. Et souvent, les gens pensaient que c'était une bandelette, et je vais te citer l'exemple d'un patient juste après, et je le réévalue, et ça n'est pas une bandelette, c'est un diagnostic différentiel rare, peu connu, et où la thérapeutique est parfois même pas très bien comprise et connue, tu vois. J'irai sur ça, on est d'accord que la bandelette, c'est le fourre-tout, hein. La bandelette, c'est tous le mes patients qui ont mal à côté du genou, j'en avais fait un réel l'autre jour, c'est une bandelette, les gens ne savent diagnostiquer que ça, quoi, c'est ouf. Non mais exactement, non mais premièrement, il y a que ça, mais c'est la même chose aussi en face interne du genou, les gens vont penser que ça n'a pas de doigt, quand t'as une douleur dans la fesse, on va dire c'est le piriforme, tu vois. En fait, c'est un peu tout pareil, tu vois. Et le truc, c'est que là, dernièrement, par exemple, j'ai reçu un patient qui vient, il a vu plusieurs médecins, plusieurs kinés, etc., podo, etc. Il vient, il dit voilà, j'ai toujours mal, je peux plus courir. Je l'évalue, et quand je lui pose des questions il y a une question, ma question préférée en ce moment au cabinet, c'est: si vous deviez mettre des mots sur votre douleur, qu'est-ce que vous diriez? Comment vous décririez votre douleur avec des mots? Et là, souvent, t'as des réponses qui sont hyper intéressantes. Du style, là, je l'interroge, etc. Premièrement, il a un mécanisme de déclenchement qui est très particulier. Il me dit qu'il a glissé sur une feuille quand il courait. Et il a senti un clac, étonnamment, tu vois. Et là, je me dis, ok, bon, c'est bizarre. Le clac, il l'a eu dans le dos ou dans le genou? Justement, je la sens arriver, les radiations. Justement, tu vois, on sait pas trop. Lui, sait pas trop. Ça ressemble à une bandelette, c'est sur le côté du genou, etc. Je l'évalue, enfin non, juste avant de l'évaluer, je lui pose la question, et il me dit, pour moi, ça brûle, ça picote, ça fourmille, et ça peut irradier plus bas dans la jambe. Donc, c'est direct pour moi, tu vois, il a vu plein de gens, on lui dit que c'était une bandelette parce qu'il avait une douleur du genou, mais si tu pousses un tout petit peu plus interrogatoire plus loin, tu t'aperçois que c'est clairement pas une bandelette. Donc je vais évaluer le dos et les racines nerveuses, et évidemment, il a un slump positif et un LASEG positif. Donc des tests d'étirement ou de coulisses du nerf. Exactement, et clairement, on est face à une neuropathie, et on va faire une écho, et là, qu'est-ce qu'il a à l'écho? Une névralgie, une névrite du nerf fibulaire profond au voisinage de la tête fibulaire. Ah ouais, c'est plus rare. Donc t'arrives là, t'as clairement un examen clinique qui est concordant, t'as l'interrogatoire qui est concordant, t'as le mécanisme de déclenchement, qu'est-ce qui a dû se passer? Je pense qu'il a dû étirer fortement le nerf, et puis il a une neuropathie maintenant. La question maintenant, c'est comment tu traites ça? Massage, ultrasons et ondes de choc. Quand tu réfères au médecin... Alors oui, d'ailleurs, il avait fait une vingtaine de séances d'ondes de choc dessus. Il n'a pas été pire, mais tellement mal. Il n'a pas été mieux. Et tu vois, donc tu vois, je réfère derrière à des médecins, et là, il y a différents trucs.
il peut y avoir des médicaments antidouleurs neuropathiques, tu peux avoir une infiltration, tu peux avoir différents trucs, mais c'est complètement expérimental, quoi. T'es dans quelque chose d'autre, tu vois. Donc moi, si tu veux, actuellement j'ai des gens qui sont en échec, en stand-by, en expérimentation parfois de certains trucs, quand c'est pas un truc classique, quoi. Tu vois. Oui, donc tu aurais tendance à dire que quand le diagnostic est bien posé et qu'on est bien sur, on va dire, la sainte trinité des pathologies du runner, là, globalement, très généralement, ça va bien. Clairement. Et que les cas où ça va pas, c'est peut-être que c'était pas une tendinopathie du tendon d'Achille et c'était un carrefour postérieur, que c'était peut-être pas un essuie-glace et que c'était autre chose, et que c'était peut-être pas une douleur de genou et qu'en fait c'était un ménisque ou autre chose. Exactement. En fait, un carrefour postérieur, ça irait encore, mais tu vois, ça va être toutes les pathologies. J'ai la première qui me venait. Ne me juge pas. Mais tu vois, il y a certaines pathos, tu vois, genre moi j'ai découvert des pathologies, genre des rhumatismes psoriasiques par exemple, des trucs comme ça. Les gens ils viennent avec une anthésopathie ou par exemple une bursite. T'as quelqu'un qui vient avec une bursite spontanée sans raison, la personne n'a rien changé à sa vie, à son entraînement, etc. Elle vient avec une bursite spontanée. Et là tu te dis, c'est quand même très très bizarre, tu vois. Et tu pousses les examens et tu t'aperçois que c'est la maladie de Crohn en fait. Elle a une maladie, une inflammation du tube digestif qui peut donner des inflammations, des bourses spontanées comme ça, sans raison, tu vois. Ou rhumatisme psoriasique, c'est des anthésopathies qui vont se déclarer comme ça sans raison apparente. Donc en fait tu découvres aussi plein de choses. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le travail pluridisciplinaire aujourd'hui, c'est que je suis en communication avec des médecins, d'autres kinés, etc. Où on va se référer parfois les patients pour avoir des avis, pour voilà, toi qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qu'on fait, voilà moi ce que j'ai, toi qu'est-ce que t'as, etc. Et tu vois, j'en parle pas mal en ce moment, je trouve, sur mes réseaux, et je trouve qu'on retombe une fois dessus encore. Bref, tu m'as compris. C'est que globalement, quand les patients ils galèrent, alors ils ont du mal à le savoir, mais est-ce qu'on a fait un bon et un vrai bilan, tu vois, et qu'au final, pas mal de pathologies où les patients ils évoluent pas, ils se disent ça fait 2 ans que j'ai mal, comme ton patient avec douleur de genou. Alors bon là il avait un truc un peu plus compliqué, mais des fois ils ont pas un truc très compliqué, c'est juste qu'on leur a jamais vraiment fait un bon bilan. On est parti sur il a mal à tel endroit. À la fesse, c'est souvent un piriforme, et ben on va leur faire un traitement du piriforme, alors qu'en fait c'était autre chose. Et que globalement, si on prenait plus le temps de bien évaluer nos patients, des fois on aurait sûrement des diagnostics ou des évolutions qui seraient très différentes. Et là où moi, quand j'ai eu mon diplôme il y a une dizaine d'années, je crois que toi c'est un peu différent, mais moi j'étais fou à vouloir apprendre plein de techniques, plein de trucs comme ça. Aujourd'hui, avec 10 ans de recul, je suis plus maintenant à vouloir apprendre plein de techniques de bilan pour bien apprendre à bien bilancer. Et en fait, ça reste la base. Et que des fois, et si vous écoutez ça et que vous êtes patient ou que vous galérez avec votre pathologie, des fois, c'est juste qu'en fait, on a tapé à côté parce que on n'a pas mis le doigt sur ce qui vous embête. Mais exactement. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus dans les cours et je parle souvent d'un modèle qui vient de Kevin Spratt, c'est un biostatisticien américain, qui nous dit qu'en fait, tu as une pyramide où en bas de la pyramide, tu as l'évaluation. Donc, ta capacité à interroger et à faire des tests avec les gens. Au-dessus, ton évaluation va t'amener un diagnostic, kinésithérapique par exemple. Et ensuite, tu vas avoir le traitement. Tu vois. Et si tu as le bon traitement pour le bon diagnostic, là, tu auras un excellent résultat et c'est la dernière partie de la pyramide. Donc, résultat, quand on commence un traitement avec quelqu'un, que tu n'as pas de résultat au bout de quelques semaines, par exemple, des fois, ça prend du temps quand même d'avancer. Et si tu n'as pas de résultat au bout de quelques semaines, ton traitement ne marche pas, tu n'as pas un bon résultat, mais il faut redescendre dans la pyramide. Donc, tu revois ton diagnostic, tu revois ton éval, et là, tu vas pouvoir souvent... Et moi, tu vois, au cabinet, là, je passe 1 heure avec les gens à la première éval. Parce que les interroger... On a de la chance à Paris sur ça. On a de la chance, c'est clair. Mais tu vois, les interroger correctement, faire tes bons tests cliniques, faire l'analyse de tapis sur course, prescrire un exo... prescrire une série d'exercices, donner des conseils, mais ça prend 1 heure, quoi. Et encore, des fois, tu trouves que c'est court. Donc, tu sais, je comprends que les gens, des fois, ils veulent un quick fix, tu sais, ils veulent avoir quelqu'un et bam, je vais être tout de suite. Encore, mec, t'es pas ostéo, en ostéo, c'est encore pire, c'est ça, non, c'est pour ça. Moi, je dis aux gens, moi, j'aime les slow scans, tu vois. J'aime les trucs où on prend le temps, où j'écoute bien, où vraiment, j'écarte tout ce qui est sûr que c'est pas ça, tu vois. Ensuite, il va me rester des hypothèses, et là-dessus, je vais aller faire les meilleurs tests cliniques qu'on a. Je vais éventuellement référer pour faire des imageries ou des choses à des médecins pour avoir leur avis, etc. Et ensuite, on va pouvoir bâtir quelque chose de sérieux. Tu vois, si tu vas direct en mode allez, entre deux, je t'ai fait un truc vite fait, tout, je ne supporte pas ça. Pour moi, c'est prends rendez-vous, on se cale, on prend du temps et vraiment, on va essayer de gagner du temps sur le futur, quoi. Je réagis à un truc que tu viens de dire. J'ai un nouveau petit tacle qui arrive, prépare-toi. Tu viens de dire que dans ton bilan, tu faisais une analyse de foulée sur tapis. Oui. De foulée sur tapis, c'est ça. C'est ça. Quel est l'intérêt de faire une analyse et j'imagine de chercher des éléments que tu vas peut-être plus ou moins modifier si la clé c'est d'être progressif
et de juste faire ça, ça irait. Alors, je pense que ça peut être la cerise sur le gâteau quand même. Okay. C'est-à-dire qu'au-delà de la progressivité, tu as parfois des choses assez obvious dans l'éval qui montrent que la foulée entraîne un excès de contrainte dans certaines zones. Exemple. Okay. T'as une fracture de fatigue au niveau du tibia. T'avais une périostite, t'as fait le con, t'as insisté, ça commence à gonfler dans la zone, t'as un point précis, t'es en fracture de stress, pour faire simple. Donc fracture de fatigue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est globalement votre os va casser, mais pas parce que vous avez pris un bus, mais juste parce que vous avez mis trop de contraintes dessus. Ouais. Au début il s'adapte, après il s'adapte plus, il s'abîme, mais progressivement il y a une fissure qui va apparaître au niveau de l'os. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas tout à fait une vraie fracture. Ça va être une forme de de stress qui va se mettre là, qui va ensuite venir fixer à la scintigraphie. Ouais. Tu vas voir un point qui flash, tu vas voir à l'IRM, pareil, un signal qui montre que l'os est en souffrance, pour faire ça. C'est pour ça que c'est différent de je me suis pris un bus. Ouais, là, vraiment, l'os, il est coupé en deux, quoi. C'est ça, là il est coupé en deux. Là il est pas vraiment, là il est un peu en mode, il y a une réaction dans l'os qui devient douloureuse, qui doit t'informer qu'il faut changer un truc. Ouais. Par exemple, quand dans l'analyse biomécanique de ces gens-là, si t'as une grosse attaque talon avec beaucoup de bruit au sol, on sait que toutes les forces vont passer dans le tibia. Donc tu vois, l'une des bonnes façons de réagir, c'est d'essayer d'atténuer ces contraintes dans la zone. Donc tu vas changer la foulée pour atténuer la contrainte au niveau du tibia, tu vois. Donc, au-delà de la progressivité qui sera nécessaire quoi qu'il arrive, changer la foulée va permettre d'aller encore plus loin dans la modération des contraintes. Est-ce que tu préconiserais chez tous les runners d'aller faire une analyse de foulée ? Moi je dis, en général, si la personne n'a pas de douleur, tu vois, n'a pas de gêne, n'a pas de problème, il faut juste qu'elle s'entraîne mieux, généralement plus fort et plus longtemps et faire du renfort, tu vois, pour progresser. Maintenant, c'est toujours intéressant d'aller échanger avec un professionnel de santé, tu vois, qui connaît un peu son sujet pour savoir qu'est-ce que je peux optimiser, qu'est-ce que t'en penses, quelles sont tes recommandations sur plein de sujets, quoi. Okay. Parce que quand tu dis de faire du renfort, plus globalement ils vont être forts musculairement et plus la probabilité de se faire mal elle va diminuer. Alors ça c'est une bonne question. En fait quand tu regardes, c'est un de mes derniers réels, ça. Je t'avoue que c'est pour ça que je te demandais. Ouais. Je l'ai vu ton dernier réel, je l'avais trouvé intéressant. En fait c'est ça le truc, c'est que c'est très nuancé sur le renfort. C'est-à-dire quand on parle de prévention primaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas mal. Est-ce que lui faire du renfort va limiter ses blessures en course à pied ? On peut pas dire ça aujourd'hui. Maintenant, chez quelqu'un qui est blessé, le renforcer va généralement réduire la douleur et améliorer la capacité à courir. Ensuite, chez les gens non blessés mais qui souhaitent performer, oui, le renfort va aider à performer. Tu vois, si tu fais du renfort en force, en plio, du hit, en endurance de force, mais même si tu fais des gammes pour des gens qui font du marathon, ça va aider la performance. Tu vois. Donc c'est très nuancé sur le renfort. Les gens sont souvent surpris du premier item, c'est-à-dire t'es pas blessé, faire du renfort ne prévient pas des blessures en course à pied. En fait, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a telle contrainte en course à pied que faire un peu de renfort va pas comment dire, faire un peu de renfort va pas améliorer ta résistance au niveau du tibia, par exemple. C'est intéressant ce que tu dis, c'est une question que je me posais quand je préparais le half marathon des sables, donc 120 km dans le désert que je n'ai pas couru mais qui devait se faire sur 4 jours, je me suis dit, mec, tu vas vraiment charger des mollets, renforce tes mollets. Et en fait, pendant que parce que ça court dans le sable, et en fait, pendant que je faisais mon renfort du mollet, je me disais, mais à quel point est-ce que ce 5x12 que je suis en train de faire ou ce 4x8 à 100 kg, il va vraiment m'aider à courir pendant 12 heures. Moi j'ai une petite... gap. Moi j'ai une petite théorie là-dessus qui est pas démontrée par la science, mais je pense que le renfort peut potentiellement prévenir au niveau des tendinopathies et musculaires. Mais tout ce qui est osseux, articulaire, je pense pas. Okay. Et encore une fois, tu vois, par exemple, là, marathon des sables, t'es dans le sable. Si t'as jamais couru dans le sable dans un terrain meuble, c'était mon cas. La probabilité que tu te blesses. Mec, j'allais pas courir en Paris-Plage. C'est ça. Mais tu vois, en fait, ce changement de terrain, même si t'as fait le renfort, il va te prédisposer à avoir une douleur assez fortement, je pense. Même si t'es fort. Ok. Mais dans ce cas-là, si tu viens de dire, le renfort m'aurait quand même fait que au niveau des tendons, je me serais moins blessé. Moi, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse que j'ai. Mais dans ton hypothèse, c'est quoi ? C'est parce que mon tendon, il aurait, avec le renfort, avec la muscu que j'aurais fait, il serait devenu plus épais, par exemple, avec plus de fibres ? Pas forcément, mais plus résilient, tu vois, à l'endurance des contraintes, tu vois, peut-être plus fort dans sa trame de collagène, tu vois, peut-être mieux orienté, tu vois, plus solide, quoi. Okay. Dans nos cabinets, globalement, sur les problèmes de tendinopathie, donc on a parlé de tendinopathie d'Achille, tendinopathie rotulienne, même, tu vois, au niveau du coude, par exemple, on sait que le renforcement musculaire, c'est le truc numéro 1. Après, tu peux faire du chaud, du froid, du tiède, des invocations si t'en as envie, mais il faut que ça passe par là.
Mais est-ce que c'est parce qu'on rend nos patients plus forts qu'ils ont moins mal? Ouais, c'est une bonne question. Il y a une étude qui vient de sortir qui a été copubliée par Ebony Rio, c'est quelqu'un qu'on connaît bien à l'agence. Et alors, ce que dit l'article, c'est une revue systématique, d'accord? Donc, ils ont essayé de regarder tous les articles sur le sujet. Ouais. Et ils montrent qu'en fait, il n'y a pas de preuve aujourd'hui que augmenter en force est nécessaire pour réduire la douleur au niveau des tendons. Oui. Alors, t'as raison quand tu dis le renforcement va aider à diminuer la douleur et à augmenter la fonction. Quand on parle de fonction, c'est la capacité à faire l'activité que tu veux faire ou bouger ou faire des choses, quoi, tu vois. Et en fait, c'était assez hallucinant parce que on pensait jusque-là, tu vois, quand tu regardes les protocoles genre Alfredson ou HSR, surtout, ces deux protocoles-là, les mieux actuellement documentés pour améliorer les gens qui ont des tendinopathies, tu t'aperçois que c'est pas nécessaire qu'ils gagnent en force. On le fait, tu vois, mais en fait, il y a très peu de preuves qui montrent aujourd'hui que tu as besoin de gagner en force pour soigner une tendinopathie. D'accord. Donc c'est un peu subtil, j'espère que tout le monde nous suit là. Bah oui, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, voilà, le renfort va aider. Voilà. Mais c'est pas parce que vous allez être plus fort. Voilà, exactement. C'est très probablement d'ailleurs plutôt sur des... on parlerait d'endurance de force en muscu, donc plutôt sur des séries parfois un peu longues, autour de 15, 12 reps, tu vois. Je sais pas si on peut parler d'endurance de force sur 12 reps, plus de l'hypertrophie. Ben, en fait, le protocole HSR, par exemple, il commence à 3 séries de 15 répétitions sur 3 exercices. HSR, c'est Heavy Slow Resistance. Voilà, ouais. Donc c'est ça, exactement. Bravo, quel accent. En fait, c'est concentrique, excentrique, lent et lourd. 3 fois 15 reps, 3 exos, 3 fois par semaine. Okay. Avec un temps sous tension qui est assez long, généralement au moins de 6 secondes sur les deux. Donc en gros, je fais 3 séries de 15 sur exo 1, 3 séries de 15 sur exo 2, 3 séries de 15 sur exo 3, exactement. Et soit 3 fois par semaine. Voilà, lent dans toute l'amplitude. En fait, tu vois, ce protocole-là, il est sur 3 mois, et il part de 15 RM, et puis il va aller à 12, 10... 8 et moi je l'amène jusqu'à 6 parfois. Donc de plus en plus lourd. Exactement. Donc tu vas réduire le nombre de reps et tu augmentes la charge. Donc à la fin, tu es sur un travail de force en fait, quelque part. Donc tu finis sur un 3x8 toi. Voilà. Pareil. Non, c'est plus 4x8, 4x8 là-dessus et parfois avec les athlètes, je vais à 6x6 par exemple. Le truc c'est que tu es vraiment sur un travail de force à la fin. Mais il semblerait que tu n'aies pas besoin de faire ça pour vraiment ton patient va gagner en force parce que souvent il est déconditionné, tu vois, et le fait de le mettre sous des charges va faire que naturellement il va gagner un peu en force. Mais si on restait sous des charges un peu plus légères, plus autour de 15 reps, si on le fait avec un temps sous tension important et si on augmente la charge, le volume, si tu augmentes le volume en restant sur l'endurance de force, il est probable que ton patient ait à peu près le même résultat. C'est ça que ça veut dire. Et il va pas augmenter énormément en force, tu vois. Ouais. Après, il y a deux choses, j'ai l'impression, quand tu dis, c'est que déjà, quand nos patients arrivent au cabinet, déjà, quand on les teste, ils sont moins forts, mais ils sont moins forts aussi parce qu'il y a la douleur. Et on sait que quand tu fais un test, quoi qu'il arrive, ton patient il va être moins... Quand il y a une douleur, tu perds en force directement. Tu ne peux pas exprimer ta force. C'est pour ça que ça sert à rien de vouloir calculer une RM chez un patient déjà. Et puis, on pourra en parler plus tard, mais même chez les gens qui n'ont pas mal, pour l'entraînement, ça sert à rien de calculer une RM, on en reparlera. Donc on en reparlera après. Et le deuxième point, c'est que quand tu le dis, si ça fait longtemps qu'ils sont mal, il est fort à parier qu'ils aient mis en place des compensations qui font que ça fait peut-être longtemps qu'ils n'utilisent plus leurs bras, longtemps que quand ils squattent, ils mettent tout leur poids à droite et puis à gauche parce qu'ils ont mal. Bien sûr. Et donc, quoi qu'il arrive, la perte de force, elle est peut-être réelle. Exactement. Mais ça va très vite d'ailleurs. Mais même si au final, on n'a pas besoin de les rendre plus forts pour faire en sorte qu'ils aillent mieux, est-ce que le fait de les rendre plus forts, ça permettrait pas d'éviter la récidive aussi ? Bonne question. Alors ça va être vrai sur les lésions des ischio-jambiers. On sait que la force, notamment en excentrique, est un des facteurs seulement de risque de récidive des ischios. Mais globalement, pour le reste, c'est globalement pas vrai. Pour faire simple. D'accord, donc un patient qui aurait une tendinopathie d'Achille en fin de rééducation, il n'y a pas vraiment d'intérêt à se dire je vais aller vraiment très 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 fort le renforcer pour limiter le risque de récidive. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi je pense que possiblement oui, mais actuellement il n'y a pas de preuve pour dire que c'est vrai. Et ça dépend peut-être des sports, parce que là on parlait beaucoup de course à pied depuis tout à l'heure, qui est un sport à faible charge mais haute durée ou haute répétition. Peut-être que sur un sprinter ou un crossfitter, tu vois, ou à des haltérophiles, peut-être que sur d'autres groupes musculaires ça pourrait être différent. Moi je pense que éventuellement ça peut être un des facteurs, mais il y a tellement d'autres choses à prendre en compte que tu sais, il y a une petite phrase qui dit if you get strong, you cannot go wrong, tu vois. Tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper si tu deviens plus fort. Donc je pense que quoi qu'il arrive, c'est une bonne chose. Est-ce que ça a l'effet vraiment protecteur qu'on pense ? Je suis pas sûr. Et c'est intéressant ce que tu me dis, donc peut-être qu'on les rend pas plus forts, parce que ça répond un peu à une problématique ou
un mal-être interne que j'avais, si je peux me confesser aujourd'hui, qui était de faire du renfort chez des sportifs de haut niveau. Ouais. Dans le sens où des mecs qui ont déjà des épaules énormissimes sur des douleurs d'épaule, des gars qui ont déjà des cuisses comme mon tronc, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de faire du renfort pour aller mieux ou de juste revoir leur volume d'entraînement? Et en fait, peut-être qu'ils ont besoin de faire du renfort, mais pas pour être plus fort. Mais juste pour traiter le tendon, ce serait un peu ça. Alors ça c'est hyper intéressant. En fait, on a discuté un jour, on a discuté avec Jill Cook d'un côté, donc qui est l'expert des tendons du membre inf, et Joe Gibson qui est une experte au niveau de l'épaule. Donc là, t'as quand même pas mal sur les. Ouais. Et en fait, en discutant avec ces deux personnes-là qui sont vraiment les références internationales dans leur domaine, on est arrivé à la conclusion que les tendons du membre sup étaient différents du tendon du membre inf. Au sens où les tendons du membre inf réagissent beaucoup mieux à la charge et à la charge lourde. Les tendons du membre sup, c'est pas du tout vrai. Il n'y a pas de preuve aujourd'hui que augmenter en force au niveau du membre sup te permet vraiment d'améliorer la douleur et la fonction des gens qui ont un truc d'épaule. En fait, avec une TheraBand jaune, donc tu vois la les gros assez élastiques, light, les petits élastiques, te permettent déjà de créer une stimulation qui va réduire la douleur du patient et améliorer sa fonction. Donc en fait, ils ont des façons de fonctionner qui sont différentes et réagissent différemment à la charge. Donc par rapport à tes patients, s'ils ont des épaules énormes, etc., et qui développent une douleur, c'est très probablement parce qu'ils ont trop chargé au niveau de la salle, simplement. Pas trop de vitesse, mauvaise exécution, trop de charge, trop de volume. Pas d'échauffement pour les gens qui font de la salle, pas d'échauffement, voilà, au niveau de l'épaule. Et encore, j'ai appris des trucs dernièrement avec Brad Schoenfeld sur l'échauffement, j'étais super surpris. Mais en vrai, si tu fais pas de travail en force, t'as pas besoin de t'échauffer. T'as pas besoin de t'échauffer. En fait, il y a des études qui montrent que en musculation, si tu évidemment. Mec, on va couper de podcast. C'est clair. Non, les gens vont plus s'échauffer, vont tous se blesser et tout. Non, écoutez bien. En fait, mais il veut remplir son cabinet, c'est pour ça qu'il dit ça. Tu vois, non, franchement, en plus, en fait, c'est ça le truc, c'est que, en fait, Ryan disait, ils ont fait des études, l'échauffement ne prévient pas des blessures en muscu. En fait, tu prends une barre à vide, tu fais une série d'échauffements, je dirais, je sais pas, 20-25 reps. Belle charge montante, on appelle. Voilà, exactement. Et puis après, tu vas charger un petit peu, puis tu vas faire 15-20 reps, puis tu vas baisser jusqu'à ta série, allez, on va dire entre 8 et 15 reps. Il semblerait que s'échauffer sert pas à grand chose. Alors, moi, c'est parce que je dis aux patients. Moi, généralement, je dis aux patients, on fait un échauffement cardio, on fait un échauffement articulaire et un échauffement musculaire comme ça avec une incrémentation très graduelle de la charge. Je le dis et moi, je le fais. Tu vois, je vais toujours faire 8 à 10 minutes d'échauffement. Je vais transpirer légèrement en cardio avant, petit échauffement articulaire et tout. Mais scientifiquement, et je remets en contexte, t'as bien dit, dans le cas où on s'entraîne sur la séance sur des charges légères. Exactement. Donc moi je pense que quand tu travailles en force, tu vois, entre 3 et 6 reps, que t'as besoin de déter, de mettre un maximum d'énergie, l'activation neuro, il faut que tu réveilles ton système avant. Donc tu sois un petit peu plus, tu vois que tes muscles soient un petit peu montés en température, que t'aies réveillé ton système neuro aussi, tu vois. Alors tu vois, ça me fait penser à quelque chose. Tu me dis ce que t'en penses. Là vraiment, par exemple, je sais que dans mon cabinet, pour des douleurs d'épaule, j'ai des fois des très bons résultats en venant faire certaines activations musculaires. En tout cas, mon patient il a mal à l'épaule quand il fait des pompes. Je vais lui faire un peu activer son point postérieur. Il refait des pompes, il a plus mal. Clairement. Mais est-ce que chez ces patients-là, de faire ou de ne pas faire cette activation musculaire avant sa muscu pourrait pas être bénéfique ou délétère s'il le fait ou s'il le fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi je pense que c'est toujours intéressant en termes d'échauffement, tu vois, de venir faire un petit peu justement d'activer tout ce qui va être infra-épineux et tout avec des mouvements, mais un petit peu inspiré de Joe Gibson, de mise en tension, tu vois, en rotation externe, élévation en même temps, pour essayer de réveiller la coiffe, tu vois, et être sûr qu'elle fasse son job pour de stabilisation de l'épaule. Tu penses pas que si on s'échauffe pas, on risque plus facilement de se faire mal? Ou alors tu penses que sur charge légère, une fois encore, c'est très hypothétique, il y a eu peut-être un article de réalisé, donc à prendre beaucoup avec des pincettes, mais en réfléchissant à voix haute. Écoute, moi je pense que oui, je le recommande, surtout que sur les épaules, en fait, tu vois, c'est l'endroit le plus blessé. Tu sais, on avait fait l'étude sur le CrossFit ensemble, encore merci de m'avoir sollicité sur le projet, c'était chouette. On a vu que c'était la zone la plus blessée, clairement, et probablement parce qu'on a perdu toutes nos capacités au fur et à mesure du temps de pousser, de traction, de choses comme ça. On a probablement les épaules, tout comme les pieds d'ailleurs, les plus faibles de l'histoire. Et le truc, c'est que on veut tous des grosses épaules, bien larges, bien volumineuses, etc. Donc on va se mettre des shoulder press, des élévations super lourdes
et au câble aussi, à la poulie super lourde, mais on va beaucoup trop vite. Il y a trop de vitesse, il y a trop d'amplitude, il y a trop de bras de levier, ce qui fait que les épaules vont souffrir en fait très rapidement. Parce que tous les muscles ne vont peut-être pas progresser de la même manière. Ouais, probablement. Et puis le truc, c'est que tu vois, malgré l'échauffement, si tu te fais, je sais pas moi, des élévations latérales trop lourde et trop rapide, tu vas te blesser, tu vois. Donc je pense que indépendamment de l'échauffement, encore une fois, la progressivité de la charge, la technique aussi, tu vois, il y a plein de gens, ils ont aucun contrôle de ce qu'ils font sur leurs bras, quoi, tu vois. Et puis tu doubles ça avec une charge trop lourde, et là t'arrives, c'est un peu le cocktail pour se blesser, quoi. T'as fait une soirée la veille, et puis là c'est bon, t'es blessé, quoi. Pas de problème. Et chez nos patients, dans ce cas-là, au cabinet, j'en avais parlé avec Fred Srour, qui est en France un référent de l'épaule en tout cas. Et on avait une super conversation où globalement il disait un peu tout le monde a besoin de faire du renfo, mais soit les patients plutôt parce qu'ils sont sédentaires, et en gros ils en ont trop fait dans leur sédentarité, ou alors nos patients sportifs parce qu'ils en ont trop fait dans leur sport. Tu vois un peu le truc. Soit la personne est sédentaire et du coup n'importe quoi devient un excès de contrainte parce qu'elle est trop faible et elle a perdu cette capacité. Soit on est un sportif et on a trop augmenté, trop vite, trop fort nos charges d'entraînement. Et donc dans ce cas-là, on a encore une fois trop de contraintes et la douleur apparaît. Est-ce que d'après toi, chez ces deux grandes populations qui seraient un peu les deux extrêmes du spectre, il faudrait quand même leur faire du renfo, ou alors est-ce que y en aurait une qui serait plus propice que l'autre? C'est une bonne question. Moi, Vu qu'on est en train de dire que peut-être que le renfo que les kinés font au cabinet, c'est pas de la muscu en réalité, pas du gain de force. En fait, je pense que ce qui est très important dans toutes les populations, que ce soit sédentaire ou athlète, c'est de bien manipuler les variables, tu vois, les variables clés. Donc ça va être la gestion du volume, la gestion de la charge, de l'exécution, de l'amplitude du mouvement, aussi de la notion de rire, tu vois. Tu vas pas avoir le même rire chez un sédentaire. Rep in réserve. Rep in réserve. Je sais pas à quel point tu tapes des barres quand tu fais c'est ça. Le nombre de répétitions que vous avez en réserve. Donc en gros, t'as fini ta série, j'aurais pu en faire encore une, j'aurais pu en faire encore deux, ou clairement, j'aurais pas pu en refaire une. Exactement. En fait, c'est ton approximation de l'échec. Est-ce que t'es très très proche de l'échec, chose qu'on va éventuellement rechercher avec un athlète tu vois, de haut niveau versus chose de laquelle on va s'écarter chez quelqu'un qui n'a pas l'habitude de soulever des charges. Exemple, tu vas lui dire voilà, je veux 4 séries de 15 répétitions à ton sédentaire. Par contre, tu vas lui dire je veux un rire, un rep in reserve de 5. Tu vois, donc tu vas lui prescrire 15, mais en vrai, il peut faire 20. Donc comme ça, l'intensité de l'exercice, enfin la difficulté plus exactement de l'exercice sera moindre, tu vois. Alors qu'avec quelqu'un qui a l'habitude, qui est déjà à un rire 2-3 quand il s'entraîne, là tu vas lui dire, bah là écoute on va pousser, je veux que tu sois à rire 0, c'est-à-dire que la dernière tu la passes à peine quoi. Tu vois, et typiquement dans le management de ces variables-là chez ces deux populations, chez quelqu'un qui s'entraîne très lourd, bah tu vas augmenter le rire, tu vois, tu vas le protéger un peu. Tu vas dire bah écoute on va diminuer un peu le volume, l'intensité, on va le faire dans une amplitude un peu moins grande et à une vitesse plus lente par exemple, avec un rire à 5, tu vois. Donc ce serait en fait chez notre capacité à emmener un patient au plus proche de l'échec en fonction de son expérience et de son niveau. C'est ça. Chez un patient vraiment novice, très sédentaire, on va sur notre renfo, vraiment garder beaucoup de reps de réserve pour pas l'amener trop dans une zone de difficulté. Là où sur des patients plus entraînés, plus sportifs ou plus habitués à utiliser le groupe musculaire en question, on peut vraiment aller proche de l'échec. Exactement, je pense. Et c'est intéressant, c'est que dans ma vision, sur la partie renforcement musculaire, j'ai quand même l'impression qu'une des tendances qui ressort de est-ce que c'est mieux de faire un 4x8, est-ce que c'est mieux de faire un 5x12, etc. Au final, la résultante finale la plus pertinente, ce serait à quel point justement tu es proche de l'échec. Et que sur un squat par exemple, ou sur un soulevé de terre ou un développé couché, entre un 4x8 à 12 kg et un 4x12 à 8 kg, globalement, si dans les deux cas, t'es cramé à la dernière rep, t'es dans le bon pour avoir une adaptation. Clairement. Clairement. Moi, je pense. Alors après, tout dépend de ce que tu recherches comme qualité, c'est-à-dire est-ce que tu veux développer de la force, du volume musculaire, de l'endurance de force, de la puissance. Je pense que ça va dépendre, mais globalement, pour ce qui est de la croissance musculaire, on voit qu'entre 8 et 30 à 40 répétitions. Ce qui est énorme, ce qui est énorme, ce qui se voit jamais, mais ce qui a été démontré comme quand même efficace pour créer de la masse musculaire, pour faire de l'hypertrophie, de la croissance musculaire. Au-delà de 40 reps, c'est-à-dire, tu sais, on parle souvent en kiné du 3x10, du fameux 3x10, à l'élastique, typiquement, tu vois. Ce qu'on a beaucoup prescrit il y a une dizaine d'années. Ce qu'on faisait beaucoup, on savait même pas pourquoi on faisait ça d'ailleurs. Et là, le problème quand tu donnes un 3x10 comme ça avec un élastique, c'est que tu peux faire 50, 60, 80 reps probablement. Et on sait qu'au-delà, si ton patient arrive à faire plus de 40 reps, on sait qu'il n'y a pas d'adaptation à un point de vue croissance musculaire.
C'est ça qui est fou. C'est que tu vas avoir de la croissance. Si ta 40e, tu la passes, mais tu la passes difficilement, tu as de la croissance musculaire. Mais si au-delà de ça, tu as quasiment zéro adaptation en termes de croissance musculaire. Okay. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'effet, que c'est pas à faire, voilà, mais pas pour la croissance musculaire. En fait, si tu veux, ça devient du cardio, quoi. Voilà ou d'autres effets peut-être neurologiques qu'on peut avoir, etc. Mais d'un point de vue juste à quel point je vais développer mon steak, mon muscle, pas d'effet. Ce qui est un peu de la course à pied en final. La course à pied, c'est beaucoup d'impact. C'est pour ça que tu peux courir très longtemps. C'est pas grâce à ça que tu vas devenir musclé. En fait, tu vas plutôt t'assécher même. Dans certains endroits, après ça va dépendre. Si t'es en trail, tu vas développer quand même des bons jambons parce que t'es globalement en fente, tu vois, pendant des portions de montée par exemple. En fait, en soi, c'est des fentes, tu vois. Donc quand tu fais des fentes quand même toute la journée, à un moment, ça grossit. Même si tu fais beaucoup de reps, tes fessiers aussi, évidemment. En sprint, tu vas développer quand même de la force. Donc là, clairement, ils vont avoir des fessiers, des ischios monstrueux, les types. Par contre, tout ce qui est haut du corps, tu sollicites pas du tout et tu vas complètement sécher en haut, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire que tu vas performer aussi en course. Quand t'es trop lourd en course, c'est déterminant dans la perf. Donc, plus tu seras léger là où t'as pas besoin, mieux ce sera. Le ratio poids-puissance. Exactement. Et chez nos patients au cabinet, sur cette partie renforcement musculaire plus ou moins adapté, on n'a pas parlé de la notion d'âge. Est-ce que par exemple chez un patient qui a 20 ans, c'est un patient qui a 40 ou 60 ans, ce renforcement justement, on doit le moduler, ou est-ce que toujours pareil, un débutant pas d'échec et un pro on peut aller à l'échec? Toi tu veux des notions comme ça qui seraient intéressantes à prendre en compte? En fait c'est hyper intéressant, et quand tu regardes les jeunes à 20 ans, t'as une telle adaptation, une telle croissance qui va tellement vite, je trouve, c'est fou. Et puis quand tu te rapproches de 40, en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que on sait que au-delà de 40 ans, on va perdre 0,5% de notre muscle pendant une décennie, on perd 0,5% par an. Donc est-ce qu'on peut dire qu'à 40 ans tu commences à être vieux? C'est un peu c'est le début du déclin, j'ai l'impression. Ça peut être un peu ça, et le pire c'est que après par dizaines, donc à 50, 60 ans, etc., on va perdre 1 à 2%. T'imagines? Donc c'est énorme, et en fait tous les 10 ans c'est de pire en pire. Exactement. Mais ça va plafonner, et puis tu peux ralentir quand même ce phénomène-là par le fait de t'entraîner régulièrement et de manger suffisamment de protéines. Et en fait c'est ça qui est assez fou, c'est que on a une sarcopénie, ça s'appelle comme ça, la perte de masse maigre au cours du temps, qui arrive au-delà de 40 ans, et si tu luttes pas contre, ça va vraiment être déterminant en fait dans ton autonomie, dans ta capacité à gérer les activités de la vie quotidienne, tu vois, être endurant, être fort, être capable de faire les courses, être capable de porter des choses, être capable de jardiner, de forcer, et c'est hyper important de faire de la muscu. À ce titre-là. Mais évidemment, donc sarcopénie, on vieillit, le corps se désadapte, et ça on peut pas y faire grand-chose, c'est comme avoir des rides, globalement, t'as beau mettre de la clémentiride, t'en auras quand même, mais tu peux freiner le vieillissement ou le processus naturel. Tu peux lutter contre. Et pareil, dans ce cas-là, est-ce que c'est mieux, vu qu'ils vont perdre cette force vraiment en force musculaire, ça nous montre bien que chez ces patients-là, il faut continuer de faire du renfort lourd. Clairement, il faut qu'il y ait de la charge. T'es pas obligé d'aller sur de l'extrêmement lourd, mais autour de 6-8 reps de temps en temps. Encore une fois, il faut pas faire que ça, tu vois. Mais faire du rentraînement en force, je pense que c'est important quand même. Et est-ce que c'est la base de tout. Est-ce que tu remarques chez des patients plus âgés, quels que soient les sports, que ce soit muscu, course à pied, etc., plus de pathologies dues à cette perte musculaire ou pas spécialement? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que à partir de 50 ans, la probabilité de développer un problème au niveau du tendon est un peu supérieure parce qu'il y a une faute musculaire naturelle, ou alors ça se vaut parce qu'on peut dire oui mais chez les vieux de toute façon il y a aussi de l'ostéoporose, donc ton os ce sera peut-être un peu différent? C'est une bonne question. Que ce soit une littérature ou même ton ressenti au cabinet. C'est une bonne question, je saurais pas trop dire. Je pense que ça protège quand même d'être plus fort, tu vois, globalement. Je vois surtout au niveau des épaules, tu vois, les gens qui... En fait, ce qui se passe au-delà de 50 ans, c'est, tu vois, des épaules qui deviennent douloureuses parce que les gens les travaillent pas du tout, quoi. Quand tu regardes dans notre quotidien, regarde-nous là, tu vois. Là, on est comme ça, c'est un peu comme si on bossait, tu vois, sur un travail de bureau. Mais en même temps, un podcast à faire des burpees, c'est relou. C'est ça, c'est compliqué de parler, quoi. Mais tu vois, le truc, c'est que tout le monde est comme ça, tu vois. Et en fait, c'est une catastrophe. Pour nos membres supérieurs, travaillent plus du tout. Tu vois, on ne tire plus, tu pousses la porte pour entrer au bureau, tu vois. Et encore, même les portes, ils ont des portes automatiques. Et encore, exactement. Et en fait, tu vois, les tendons, les muscles dégénèrent complètement s'ils sont pas mis sous des contraintes régulières, tu vois. Donc, tu vois, on va marcher. Encore à Paris, je pense qu'on marche pas mal, tu vois. Tu vas dans le métro, admettons que tu prennes les escaliers, etc. Tu peux marcher quand même facilement une demi-heure, 1 heure par jour. Ça dépend des patients, franchement. Ça dépend, tu vois, ça me fait penser à mon cousin, je l'ai vu hier, on en parlait, et il me disait Émeric, j'ai déménagé mon travail, maintenant je suis à 3 minutes en voiture.
Je lui dis, mais te remets en voiture, frérot. Enfin, c'est mon cousin. Mais marche, tu vois. Et il me dit, ouais, mais il y a une côte. Mais tu t'en branles. Enfin, t'avais 1 heure de perdu. Maintenant, même si c'est un peu chaud, tu vas le faire une demi-heure. Mais en fait, pour ta santé, c'est un... Je comprends pas. Et tu vois, je généralise, tous nos patients sont pas comme ça et on le voit. Mais en fait, on a perdu tellement cette capacité ou juste cette spontanéité à utiliser notre corps que j'étais là genre, ah ouais, c'est chaud quoi. Ouais, bah ça c'est la zone de confort quoi. T'es attiré par quelque chose qui te met pas trop en difficulté, tu vois, au plus simple, au plus rapide, etc. Moi, il y a un autre truc que je vois dans ce genre de choses là, c'est le télétravail. Le télétravail, c'est super bien, mais en même temps, tu ne bouges plus. Tu fais peut-être moins de 100 pas dans la journée, c'est une catastrophe. Faut vraiment, pour tous les gens qui sont en télétravail là, au moins 1 heure de sport par jour. Et c'est vrai qu'on perd ce fameux NEAT, tu vois, le non-exercice activity thermogenesis, donc le fait de bouger en dehors de faire du sport. Alors oui, dans télétravail, t'es mieux, t'es chez toi, mais en fait, peut-être que tu marchais 20 minutes pour aller au boulot, que tu revenais en marchant 20 minutes, qu'à midi, tu sortais avec tes collègues, donc en plus du lien social, etc. Rien que d'un point de vue à quel point on bouge, c'est ouf. Et c'est vrai que moi, j'en parle beaucoup avec mes patients, ce côté où en fait, pour la santé, t'as 2 recommandations. C'est faire du sport régulièrement, 150 à 300 minutes par semaine, et 2, avoir une activité pas physique, pas de sportif, mais de bouger régulièrement. Et ce qu'on sait, c'est que 1 heure de sport ne contrebalance pas les effets négatifs de ta sédentarité sur ta journée. Tu vois. Et souvent les patients, et ça tu l'as, tu sais, les patients, mais moi je suis sportif, donc tu peux faire 4 heures de sport dans la journée. Mais en fait, si t'es sportif, tu peux quand même être sédentaire. Bien sûr. Et ça, comme tu dis, pour les épaules, les compagnies, pour les tendons, en fait, c'est bien plus efficace de les utiliser régulièrement que juste faire une demi-heure de rotation latérale, coude au corps. C'est clair. Moi, je pense qu'il faut les deux. Moi, je pense qu'il faut d'un côté le cardio, et je pense qu'en fait, je pense que t'as pas besoin de t'entraîner énormément pour avoir des bénéfices cardio, tu vois. Et il faut pas oublier la muscu. On en parlait tout à l'heure, différence cardio-muscu. En vrai, en termes de cardio, comme tu disais. En fait, 150 minutes, tu sais, ça reste 3 fois 50 minutes dans la semaine. C'est pas inatteignable, tu vois. Je vais le pour plus de cours de maths. C'est ça, excellent. 3 fois 50, 150. Allez, là. Mais par contre, tu vois, tout ce qui va être renforcement musculaire, si tu veux le faire vraiment d'un point de vue global, tu veux cibler tous les muscles, bah, en vrai, ça prend un peu de temps quand même. Hein, donc, moi, je pense qu'il faut une intégration des deux, tu vois. Mais idéalement, tu vois, moi, je serais pour que le sport soit intégré au travail. En fait, on devrait tous déjà... au travail, avoir, je sais pas, idéalement, tu vois, une salle de sport, un cours collectif le midi, tu vois, des douches, un truc qui soit beaucoup plus fait, adapté pour qu'on puisse bouger au travail. Tu vois. Et moi, j'ai proposé à la place de faire des pauses clopes, de faire des pauses mobilité. énorme. Et en vrai, si un jour je travaille, enfin, je pense que ça arrivera jamais, mais si je devais travailler en bureau, bah, ils vont tous sortir clopés. Bah, en vrai, même s'il faut pas fumer, c'est bien parce qu'ils se mettent debout et ils sortent, ils vont dehors, tu vois. Mais au final, tu prends une salle dédiée, boum, tu te fais 5 minutes, un peu d'étirement, etc. C'est un peu comme la méthode de Pomodoro. Tu sais, où tu mets ton téléphone en mode 25 minutes. Et bah là, bon, toutes les 5 minutes peut-être pas, mais toutes les 2 heures. Boum, tu te bloques 5 minutes, un peu d'étirement, quelques squats, quelques pompes, quelques mouvements. Tu penses qu'on peut faire la mobilité en clopant ? Tu peux faire la mobilité en clopant, je ne sais pas, mettez-le dans les commentaires si vous avez déjà essayé. Tu peux te cramer ton fut. Mais en tout cas, oui, ça conclut un peu ce côté où on en parlait. Est-ce que nos patients sont trop faibles ? La plupart, alors t'as les sportifs qui viennent parce que vraiment ils en font trop. Donc là, la question c'est non. Mais c'est vrai que la majorité de nos patients qui ont des douleurs de dos, qui ont des modes de vie, je pense que vraiment c'est un peu dénigrant, mais ils sont faibles quoi. En fait, quand tu regardes, moi je pense que on a probablement, quand tu regardes dans l'histoire déjà, tu vois, genre on a probablement les corps les plus faibles aujourd'hui qu'on ait jamais eu, les pieds les plus faibles parce qu'on est dans des chaussures rigides qui bougent plus avant même qu'on marche parfois, tu vois, chez les enfants. Donc clairement, on se prédispose d'emblée à avoir une baisse de force, une baisse d'endurance, une baisse de capacité. Et puis moi je pense que c'est l'un des premiers trucs à travailler avec les gens quoi. C'est la muscu quoi. Merci beaucoup mon Flavio. Merci. Je pense qu'on va faire une bonne heure et demie qu'on est là. Pour conclure, cool. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas raconté ou que sur lequel tu aimerais appuyer ou qui te paraît le plus pertinent de tout cet épisode de podcast, mis à part que tu es un génie des maths. C'est ça. Non, mais je pense qu'il faut que les gens se dirigent. En fait, il faut être conscient. En fait, les gens sont conscients. Tu vois, qu'il faut bouger, qu'il faut faire, tu vois, du sport, de la muscu, etc. Maintenant, il faut se diriger vers quelque chose qui vous plaît. Commencer très graduellement, tu vois, de bas, tu vois, et progresser très très doucement, tu vois, que ce soit en course à pied, en muscu, etc. Pas trop se comparer, tu vois. Souvent, on a tendance à beaucoup se comparer. Ça nous fait culpabiliser. On n'a pas envie de partir de loin, quoi. Tu vois, personne n'a envie de partir de loin. Ce qui est important, c'est de se centrer sur soi.
et de progresser, tu vois, doucement mais sûrement. C'est une très très belle conclusion, et puis ça résume tout ce côté progression. Flavio, merci beaucoup pour cet échange qui était passionnant. Merci à toi. On mettra dans la description de la vidéo YouTube ton Insta, principalement. D'autres trucs, tu vois, qu'on met dans la description. Tu peux mettre la clinique du coureur, l'agence BP. Le site est très bien, moi je le conseille souvent à mes patients. Clinique du coureur, le site où il y a plein de protocoles, plein d'explications sur les chaussures, etc. Donc allez voir, et je vous dis à une prochaine. Si cet épisode vous a plu, gros pouce bleu, questions dans les commentaires. Et si vous n'étiez pas encore abonné, abonnez-vous pour des prochains épisodes de podcast. Merci Flavio. Merci Mike. Ciao.